Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Madame Bovary de Flaubert, Naissance d'une idylle. Deuxième partie. Débarrassée de la nourrice, Emma reprit le bras de Monsieur Léon. Ils s'en revinrent à Yonville, en suivant le bord de l'eau. Dans la saison chaude, la berge plus élargie découvrait jusqu'à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques marches descendant la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l'œil. De grandes herbes minces s'y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées, s'étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte à pattes fines marchait ou se posait. Le soleil traversait d'un rayon les petits globules bleus, des ondes qui se succédaient en se crevant. Les vieux saules ébranchés miraient dans l'eau, leur écorce grise. Au-delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C'était l'heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme et son compagnon n'entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier, les paroles qu'ils se disaient, et le frôlement de la robe d'Emma qui bruissait tout autour d'elle. Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage d'une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et du bord de son ombrelle déployée, Madame Bovary, tout en passant, faisait s'égrener, en poussière jaune, un peu de leurs fleurs fétries, ou bien quelques branches de chèvrefeuille et des clématites qui pendaient au dehors, traînaient un moment sur la soie, en s'accrochant aux effilés. Il causait d'une troupe de danseurs espagnols que l'on attendait à bientôt sur le théâtre de Rouen. Vous irez demanda-t-elle. Si je le peux, répondit-il. N'avait-il rien d'autre chose à se dire? Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et tandis qu'ils s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité qui nouvelle, il ne songeait pas à se raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui les précède leur mollesse natale, une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans cet enivrement, sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. La terre, à un endroit, se trouvait effondrée par le pas des bestiaux. Il fallut marcher sur des grosses pierres vertes, espacées dans la boue. Souvent, elle s'arrêtait une minute à regarder où poser sa bottine, et, chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes dans l'air, la taille penchée, l'œil indécis, elle riait alors, de peur de tomber dans les flaques d'eau. Quand ils furent arrivés devant son jardin, Madame Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en courant, et disparut. Je vous lirai les notes en description, enfin je vous mettrai les notes en description. Et je vous mettrai aussi les questions de l'extrait en description, comme ça vous pourrez avoir exactement où se trouvent les vers, etc. Cette idylle se dessine discrètement, mais Emma se contente de rêver et reste fidèle à son devoir. Pourtant, le départ de Léon pour Paris la laisse désemparée, plus seule, plus malheureuse qu'à Tostes. Elle devient alors la proie de Rodolphe Boulanger, riche propriétaire dont elle sera follement éprise. Elle le supplie de l'enlever avec son enfant, mais peu soucieux d'aliéner sa liberté, le don Juan l'abandonne. Accablée par ce nouveau coup, Madame Bovary tombe malade. Pour la distraire au moment de sa convalescence, Bovary l'emmène au théâtre à Rouen, où le hasard la remet en présence de Léon. Dans la troisième partie, nous assistons à la déchéance progressive d'Emma. Devenue la maîtresse de Léon, elle vit dans le mensonge, contracte des dettes, néglige totalement son ménage. Elle ne parvient d'ailleurs pas à être heureuse, car elle se lasse de sa nouvelle passion et souhaite des amours de prince. Incapable de payer ses dettes, menacée de voir saisir ses meubles et ne voulant pas subir cette ignominie, elle finit par s'empoisonner à l'arsenic et meurt d'après d'atroces souffrances. Bovary découvre peu à peu les trahisons de sa femme, mais inconsolable, il traîne une existence misérable et meurt à son tour, après lui avoir pardonné. Quant à Homais, riche et considéré, il est décoré de la Croix d'honneur. Et je vous lirai le dernier extrait, donc pas dans 4 jours, mais plus tard, seulement dans une dizaine de jours. Et je vous dis à très bientôt.